Et bonjour à toutes et à tous, voici une petite vidéo d'une longue série je l'espère sur les systèmes anti-piratage sur les consoles de jeux. C'est un sujet en fait qui me passionne un petit peu parce que ça touche, on va dire, à l'ingénierie des consoles en elles-mêmes et comment éviter qu'un pirate mal intentionné veut diffuser sur internet et même veut faire fonctionner des jeux non autorisés sur une console, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On va commencer donc cette série sur la toute première PlayStation de Sony. Générique. La PlayStation est sortie en 1995 et fut une des premières consoles à utiliser le support CD comme média principal pour une console de jeu. Alors certes, il y avait le Mega CD pour la Mega Drive et d'autres add-ons pour d'autres consoles, mais cette fois-ci c'était le média principal et surtout la PlayStation a démocratisé le support CD. Beaucoup de franchises sont donc passées sur PlayStation, car Sony n'était pas dupe et savait que le support CD apporterait de vrais plus pour les développeurs, notamment avec l'ajout de cinématiques ou bien de bandes sonores de qualité CD. Mais ceci allait également apporter ce que Sony redoutait avec le support CD, le piratage. Pour lutter contre le piratage, Sony a décidé d'utiliser une méthode plutôt ingénieuse pour l'époque. Sony fait partie de deux firmes qui ont créé le standard CD dans les années 80, l'autre étant la firme néerlandaise Philips. Ils savaient donc que les données d'un disque pouvaient être interceptées et recopiées sur un CDR par exemple. Mais ils savaient aussi comment un lecteur lisait les disques. Ils ont donc pensé à quelque chose d'intelligent pour protéger la PlayStation. Sur chaque disque PlayStation se trouve une zone du disque appelée Subchannels. Cette zone existe également sur un CDR. Certaines données sont déjà écrites, comme le type du disque, le fabricant et la vitesse de gravure maximale. Mais sur un CD PlayStation, Sony a caché intentionnellement un microcode indiquant la région du disque. Là où les subchannels sur un disque classique ressemblent à peu près à ceci, sur un disque PlayStation, ils ressemblent un peu plus à ça. Avec une modulation de fréquence appelée Wobble Groove, Sony a ajouté la chaîne SCEE pour l'Europe, SCEA pour les USA et SCEI pour le Japon. Au moment de démarrer un disque PlayStation, la console vérifie si le disque contient ces mentions et si la région du disque correspond à la région de la console. Si tout est bon, le jeu se lance, sinon, le jeu ne se lance pas et la console affiche un message d'erreur. Simple et efficace. Sony pensait qu'avec cette méthode, seuls les disques officiels pourraient être lus sur leur console, car du point de vue d'un PC, ce Wobble Groove serait détecté comme une simple anomalie et ignoré par le lecteur. Mais après quelques temps de recherche, les pirates ont trouvé la parade à cette protection. Tout d'abord avec la technique du swap. Cette technique implique de mettre un disque PlayStation original, puis, en bloquant le mécanisme de retour du clapet, changer de disque avec un disque non officiel ou d'une autre région. Le souci de cette méthode, c'est qu'elle risque d'endommager le lecteur et ne fonctionne pas à tous les coups. C'est alors qu'une méthode plus élégante a été créée. C'est celle des mod chips. Ces petites puces soudaient sur la carte mère de la PlayStation, ils étaient bon marché et leur fonctionnement était plutôt simple. C'étaient des petits microcontrôleurs qui étaient programmés avec la région correspondante à la console. Par exemple, pour une console européenne, la donnée SCEE était directement programmée. Puis, au démarrage de la console, la puce attendait la requête pour connaître la région du disque. Dès que le signal était perçu, la puce remplaçait la région du disque par sa propre région. Ainsi, la console pensait alors que le disque était donc un original et de la bonne région. Le jeu se lançait sans problème. Sony n'était pas très heureux, vous en conviendrez. Mais voyez-vous, la puce faisait son boulot un peu trop bien. Elle répondait toujours la même réponse et à n'importe quel moment. Le lecteur de la PlayStation ne peut demander qu'une seule fois la région du disque, au démarrage de la console uniquement. Les autres fois, le lecteur n'est pas prévu pour faire ça et refusera de le faire. Sony a proposé aux développeurs un code permettant de demander une nouvelle fois la région du disque en pleine exécution.
En théorie, cette fonction doit toujours être en échec, car comme dit précédemment, le lecteur ne peut pas récupérer les données des subchannels quand le jeu est lancé. C'est ainsi que la console peut détecter si un mode chip est installé, et donc stopper l'exécution du jeu. La riposte des pirates ne s'est pas fait attendre, avec d'un côté la création de mode chip furtifs qui se désactivaient à chaque première authentification, moins répandu cependant que la première génération, mais aussi avec la création de crack supprimant la vérification. Ce petit jeu de chat et de la souris entre développeurs qui veulent protéger leur jeu et les pirates qui veulent le diffuser au plus grand nombre a donné lieu à des prouesses d'ingéniosité chez les programmeurs. Avec l'aide de Sony et la création de sa LibCrypt, un microcode là aussi caché dans les subchannels contenant une clé déverrouillant une zone chiffrée du disque. Avec ceci, certains jeux ne faisaient que désactiver la manette lorsqu'ils détectaient un jeu piraté, comme Ape Escape par exemple. D'autres, comme les développeurs d'Initial Games, étaient plus... comment dire... Spyro Hero of a Dragon est un des cas d'école de la lutte anti-piratage sur PlayStation. Le jeu a évidemment implémenté la détection de mode chip. Si un mode chip est détecté, l'écran habituel s'affiche, mais ce n'est pas tout. Insomniac Games a également ajouté une protection contre les cracks. Pour ce faire, ils vont utiliser un CRC checksum, une somme de données. Pour faire simple, la fonction qui détecte l'anti-piratage, la fameuse libcrypt, est utilisée plusieurs fois dans le code et à plusieurs endroits. La libcrypt tente de déchiffrer la zone chiffrée du disque plusieurs fois, et à chaque essai, un checksum est généré. Et à chaque check, une vérification CRC est faite. Si la fonction ne renvoie pas la bonne donnée déchiffrée, le checksum est invalide, et donc le jeu a été craqué. Sauf que le jeu ne vous stoppe pas directement de jouer, au contraire. Tout d'abord, le jeu fonctionne correctement jusqu'à ce passage. I'm sorry, Spyro, but you seem to be playing a hacked version of this game. This may be an illegal copy. Since this copy has been modified, you may experience problems that would not occur on a legal copy. Et à partir de ce moment, le système anti-piratage du jeu va se déclencher et des anomalies vont apparaître. Par exemple, vous n'avez plus qu'un seul point de vie, un hit et c'est le décès. Le menu pause par exemple ne fonctionnera plus. Le jeu va se mettre à crash de manière imprévisible. Les chargements de zone vous emmènent pas forcément où vous voulez aller. Et dans la version européenne, la langue change de façon aléatoire. Et le pire, c'est que si vous arrivez à atteindre le boss final malgré toutes ces embûches, le combat final est impossible à battre car au beau milieu du combat, le jeu a une petite surprise pour vous. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, lors du combat final, le jeu a complètement supprimé la sauvegarde, et vu que le jeu sauvegarde automatiquement, toute votre progression a été effacée. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'espère que ce contenu et cette petite série vous plaira dans son intégralité. J'aimerais bien vraiment faire la PlayStation 2, la Dreamcast plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des dernières vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien, stay safe et à bientôt. Ciao!